Bonjour à tous, je m'appelle José de la chaîne Juris Business. Aujourd'hui, on va parler du fonctionnement de la SASU avec l'associé unique et le président. Donc c'est la suite des vidéos qu'on avait faites. Et on va voir succinctement les fonctions du président. On va voir les pouvoirs qu'il a, la manière dont ils sont consignés par la loi, notamment dans les statuts. On va parler notamment de la rémunération, de la durée du mandat et des pouvoirs qu'il a vis-à-vis des tiers. Donc déjà, le président, il est obligatoirement dans la SASU. C'est l'article L227-6 du Code de commerce qui en dispose. Il y a obligatoirement un président dans une SASU puisqu'il représente légalement la société vis-à-vis des tiers. Les règles qui encadrent l'exercice de ces fonctions sont largement déterminées par les statuts de la SASU. Les statuts font notamment référence à la rémunération du président qui peut être rémunéré ou non. Aucun salaire minimum ou maximum ne sont prévus par la loi, ce qui donne une totale liberté au président pour fixer son propre salaire dans le cas d'une SASU. La durée du mandat est à durée déterminée ou alors à durée indéterminée. C'est exactement comme pour un contrat de travail. Je rappelle, si c'est à durée déterminée, forcément, il y a une durée qui est inscrite dans les statuts. Si c'est à durée indéterminée, il n'y en aura pas. Les statuts prévoient aussi la nomination et les modalités de révocation s'il y a lieu à révoquer le président. Et les statuts prévoient aussi les pouvoirs qu'il a vis-à-vis des associés. Donc dans le cadre d'une SASU, c'est le président qui est souvent l'associé unique également, donc il a toutes les casquettes. Mais dans le cas d'une SAS, c'est là où ça prend tout son sens. Donc les pouvoirs du président. Le président représente légalement la société vis-à-vis des tiers et il dispose des pouvoirs les plus étendus pour pouvoir agir dans toutes les circonstances. La seule limite au pouvoir du président, c'est l'objet social, évidemment, qui doit toujours être licite. Ça, c'est commun à tous les modèles de société. Lorsque les fonctions de président ne sont pas exercées par l'associé unique, il peut être opportun de limiter les pouvoirs du dirigeant dans les statuts. Ces limitations ne pourront toutefois pas être opposées aux tiers. Par exemple, il peut s'agir d'une autorisation préalable de l'associé unique pour conclure des actes importants. Le président est affilié au régime général de la sécurité sociale à condition qu'il soit rémunéré. S'il n'est pas rémunéré, il n'est pas affilié à aucun régime de sécurité sociale. Par contre, il pourra lui-même contracter un régime d'assurance volontaire. Donc ça lui permettra d'être couvert en fait contre tous les risques auxquels les salariés indépendants ne sont pas couverts par le régime obligatoire de la sécurité sociale. Et il ne pourra pas non plus bénéficier de l'indemnité compensatrice de congés payés, des indemnités pour rupture abusive du contrat de travail ou alors du privilège des salariés. En cas de conflit avec la SASU, ce conflit ne relèvera pas du Conseil des prud'hommes, mais relèvera bien du tribunal de commerce. En ce qui est du versement de la rémunération, c'est un bulletin de paie qui doit être établi et les cotisations sociales seront payées par l'entreprise et le salaire net sera versé au président. En ce qui est de la fiscalité, le président sera imposé via l'impôt sur le revenu directement. Cet impôt sera calculé sur le montant des rémunérations nettes fiscales. Ce revenu relève de la catégorie des traitements et des salaires et il bénéficie au choix de l'abattement forfaitaire de 10% pour frais professionnels ou de la déduction de ses frais réels. En ce qui est de la responsabilité du dirigeant, elle peut être engagée civilement en cas de faute de gestion, de violation des statuts et d'infraction à la loi, pénalement dans les conditions qui sont prévues par la loi, donc c'est par exemple le cas des dividendes fictifs ou de l'abus des biens sociaux, et fiscalement lorsqu'il rend le recouvrement des impositions impossible par des manœuvres qui sont frauduleuses ou des inobservations graves et répétées des obligations fiscales. Maintenant qu'on a vu le président, on va parler de l'associé unique de la SASU. Évidemment, comme c'est une société unipersonnelle, la SASU n'a qu'un seul associé unique qui peut être soit une personne physique, soit une personne morale. Je rappelle, de toute façon, pour créer la SASU, il faut créer une personne morale, ce qui se fait via le CERFA PM0. L'associé unique, il prend l'ensemble des décisions qui lui sont confiées par la loi et par les statuts. Il dispose de plusieurs droits, par exemple le droit d'information pour prendre des décisions, notamment pour l'approbation des comptes ou pour toute modification des statuts. Donc ce droit, il est évidemment sans utilité lorsque l'associé unique est également président de la société pour des raisons évidentes. L'associé unique, il dispose de plusieurs droits financiers également et il a notamment le droit à l'intégralité des dividendes qui sont distribués. En cas de liquidation de la SASU, l'associé unique a droit au remboursement de son apport en capital lorsqu'il reste de l'argent. Ce remboursement se fait après que l'actif soit réalisé et le passif réglé. L'associé unique peut aussi poser des
des questions au président 2 fois par an sur des questions qui sont de nature à compromettre l'activité de la société. Évidemment, l'associé unique a aussi des obligations et il est tenu de réaliser les apports qu'il s'est engagé à effectuer. Ensuite, il est aussi tenu de respecter l'ensemble des clauses des statuts qui sont prévues également pour la SASU. Si la société est en difficulté, la responsabilité de l'associé unique est limitée cette fois au montant de ses apports. C'est pour ça en fait qu'il est très important d'évaluer pécuniairement les apports en nature. L'associé unique a aussi un compte courant d'associé. Ce compte lui permet en plus de réaliser des apports en capital, il peut aussi via ce compte réaliser des apports par l'intermédiaire de son compte courant d'associé. Il peut donc réaliser des apports via ce compte courant d'associé et le remboursement est librement convenu sous réserve que la société ait les capacités suffisantes. Et c'est vraiment les statuts en fait qui vont prévoir le fonctionnement de ce compte d'associé. Pour rappel, un compte courant d'associé est une somme versée par un associé dans la trésorerie de son entreprise. Cette somme peut soit être directement versée par l'associé, soit correspondre directement à une créance envers l'associé et laissée à la disposition de l'entreprise. Voilà, c'est déjà la fin de cette partie 3, j'espère que la vidéo vous a plu. Si c'est le cas, n'oubliez pas de vous abonner à la chaîne, de mettre un pouce bleu et moi je vous retrouve tout de suite pour la suite.